Bonjour et bienvenue pour ce nouveau club expert immobilier. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler d'immobilier et plus particulièrement de pierre papier. Ils seront 5 ce soir à répondre à nos questions, les miennes et les vôtres, que vous pouvez naturellement poser en ligne, tout simplement sous le petit bloc qu'il y a sous la vidéo. Vous nous envoyez ça. Je vous les présente donc tout de suite. On commence avec Eric Kostra, le président de Perial. Bonjour Eric. Bonsoir. Daniel Wild, directeur du développement de Primonial à Rennes. Bonsoir. Marc Bertrand, président de La Française Real Estate Managers. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alexandre Claudet, directeur général adjoint de Voisin. Bonsoir. Et à côté de moi, le propriétaire des lieux où nous nous trouvons, autrement dit Jean-Marc Colly, directeur général d'Amundi Immobilier. Pourquoi je dis propriétaire ? Bonsoir. Pourquoi je dis propriétaire ? Parce qu'en fait, c'est une SCPI d'Amundi, en l'occurrence Rivoli Avenir Patrimoine, qui est depuis peu propriétaire de cet immeuble. Depuis la fin de l'année dernière. Exactement. Et comme les loyers ont donc fortement augmenté, eh bien, nous n'avons pas de place pour accueillir Georges Delataille. Georges qui, pour autant, est avec nous en régie pour recevoir et nous faire passer toutes les questions que vous nous posez. Allez, on est ensemble pendant 45 minutes. J'ai envie qu'on commence par l'actualité. Le précédent club expert immobilier, c'était il y a 6 mois. C'était donc avant un petit événement qui a un peu changé la vie de notre pays, autrement dit l'élection présidentielle. Alors, Emmanuel Macron a été élu. Moi, j'ai écouté Emmanuel Macron qui nous a parlé de rente immobilière, qui nous a parlé d'impôt sur la fortune immobilière. Ma question, pour commencer, est donc simple. Macron est-il bon ou mauvais pour l'immobilier ? Daniel Way. Je dirais que dans ces déclarations d'intention et dans l'esprit de ce qui a été présenté comme plateforme, j'ai l'impression que la volonté du président, c'est d'orienter l'épargne plutôt vers les entreprises, vers le private equity, vers les actifs dits favorables à l'économie, plutôt que vers l'immobilier qui est concentré comme une rente. Mais ça, c'est au niveau de l'idéologie. Dans le programme, ce qu'on voit, c'est une excellente nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de ministère du logement. Et donc, il n'y a pas de ministère. Le logement est rattaché à la cohésion des territoires. À la cohésion des territoires, absolument. Avec un premier porteur du portefeuille qui était Richard Ferrand, qui était visiblement plus expert en affaires immobilières qu'en logement pur. Absolument. Mais sans commenter ça, je crois que ce qui a été promis implicitement par Emmanuel Macron, c'est une certaine stabilité au niveau de la réglementation immobilière, ce qui est positif. Et par ailleurs, cet après-midi, avec son Premier ministre, on a quand même eu cette idée que sur le logement, le diagnostic de l'insuffisance de la construction était partagé au plus haut niveau. D'accord, enfin, Édouard Philippe nous dit quand même cet après-midi, on dépense 2 fois plus que la moyenne des Européens, avec des résultats qui sont franchement décevants. Mais sur le plan immobilier, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à corriger sur la notion d'épargne et sur le fait que l'immobilier soit un actif de rente. Je crois qu'il y a tout un travail de réhabilitation un peu de l'immobilier parce que l'immobilier, les entreprises ne vont pas travailler en plein air. Il y a un parc immobilier, il contribue à l'économie, il a un énorme impact écologique et il y a de l'argent, y compris de l'épargne, qui doit se positionner sur l'immobilier. Une fois qu'on a dit ça, je crois que le plus important, c'est qu'il y ait une stabilité fiscale et surtout qu'il n'y ait pas un diagnostic malthusien qui soit fait, notamment sur le logement. Et je crois que donc c'est plutôt en phase avec le diagnostic que les professionnels ont fait, à mon avis. Marc Bertrand, quand on vous dit l'immobilier, c'est de la rente, ça vous fait bondir ou pas ? Ouais. On a la déveine que l'immobilier en France contienne le mot immobile. En anglais, on dit real estate, voilà les actifs réels, ce qui est quand même beaucoup plus vendeur en termes de communication. Oui, je rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire pour que les investisseurs immobiliers soient considérés comme un maillon productif de la chaîne, qui sont très inducteurs d'emplois en matière de construction, de gestion, d'exploitation, qui permettent de délester le bilan des entreprises, de ne pas être propriétaires de leur actif d'exploitation que sont le bureau ou le commerce, mais bien d'en être locataire pour voyager un peu plus léger. Donc oui, ça participe de ça. Je pense qu'en tant qu'ex-banquier d'affaires, Emmanuel Macron doit confusément savoir de quoi on parle. Ok, il y a un sujet qui est un sujet important, c'est le sujet de l'ISF. Le Premier ministre nous a annoncé cet après-midi que la réforme de l'ISF
concentrant l'ISF sur l'immobilier serait bien voté en 2018, mais avec une application en 2019. Éric Cosras, ça risque d'être très pénalisant, ça, pour l'immobilier? D'abord, il faut savoir si les CPI, les véhicules d'épargne immobilière, seront compris, intégrés dans l'ISF. Ça, on ne le sait pas à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui plaide aujourd'hui? Alors, on va faire un tour de table. Qu'est-ce qui plaide aujourd'hui pour qu'on l'intègre ou qu'on ne l'intègre pas? Parce que si on regarde les SCPI, techniquement, c'est un fonds. C'est aux yeux de la norme européenne, on appelle ça un FIA. Donc en théorie, c'est plutôt du côté financier que du côté immobilier. Moi, je pense qu'il faut revenir au sujet de la rente, c'est-à-dire que est-ce qu'il va considérer que c'est effectivement de la rente, que l'immobilier est de la rente, ou en tout cas un actif qui ne produit pas pour l'économie, et dans ce cas-là, il aura plutôt tendance à le mettre, à l'intégrer dans l'ISF comme une résidence principale, une résidence secondaire, ou alors effectivement, ou est-ce qu'il va effectivement avoir une autre perception, mais nous dans la profession, nous allons faire du lobbying c'est de montrer que les véhicules d'épargne immobilier contribuent à l'économie française, contribuent au logement des entreprises, et dans ce cas-là, on pourra effectivement prouver que c'est un actif productif et qui a sa place dans le financement de l'habitation des entreprises françaises. Alexandre Claudet, bon ou pas bon, Macron pour l'immobilier? Sans revenir sur ce qui a été dit, je pense que Macron, ce qu'il souhaite, c'est favoriser le développement économique et les entreprises. Donc les premiers consommateurs d'immobilier, d'entreprises, ce sont quand même les sociétés. Donc si on délaisse un petit peu le côté fiscal, qui est important bien entendu, mais pour aller sur le côté économique, une période de reprise, de développement, de création d'emplois, ça ne peut être que favorable à l'immobilier d'entreprise. Donc de ce point de vue-là, on peut avoir un avis plutôt positif. En général, quand on parle de placement, puisque au bout du compte, les CPI sont bien des placements, le premier élément à prendre en compte, c'est l'aspect économique. L'aspect fiscal est important, mais il doit être secondaire. Et sur l'aspect fiscal, il existe aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre de contourner ce genre de choses. Donc plutôt, moi, je dirais plutôt favorable. Jean-Marc Colly, Alexandre vient de nous dire que c'est malgré tout une bonne nouvelle parce qu'on sent qu'il veut donner du dynamisme économique, tout ça c'est favorable à l'immobilier. Moi j'ai envie de poser une question simple. Aujourd'hui les prix de l'immobilier d'entreprise sont relativement élevés. Est-ce qu'ils sont élevés parce que l'environnement économique est bon ou est-ce qu'ils sont élevés parce que les taux sont bas? Alors ils auraient dû baisser en même temps que les loyers, et ils ont monté à cause des taux. Donc oui, la vraie raison de la hausse des taux des prix de l'immobilier, c'est la baisse des taux, qui, bien qu'on ait été dans un contexte de baisse des loyers, a tiré les prix de l'immobilier d'entreprise vers le haut. Donc la fin de la baisse des taux signifie sans doute une accalmie sur l'augmentation des prix. Bien, on a des questions qui nous arrivent en direct. Questions justement qui interrogent nos conseillers qui nous écoutent sur le thème de l'ISF. Commencez-vous déjà à faire du lobbying sur la thématique de l'ISF? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez faire du lobbying ensemble? Alors, je vais être super honnête. Il y a aujourd'hui, à cette heure-là, un conseil d'administration de l'ASPIM, autrement dit, l'association professionnelle. On va faire un petit conseil ensemble? Lobbying ensemble? Merci d'avoir grillé les 3 administrateurs présents. Mais les conseillers sont très sensibles à ce que vous soyez là. Il était au l'arbre du jour du conseil de l'ASPIM. Et on en a reparlé très récemment qu'effectivement, on commence maintenant que les équipes ont pris leur place, parce qu'il faut toujours leur laisser déballer leur carton, identifier les équipes, pour commencer ce travail de pédagogie. La bonne nouvelle, c'est visiblement ce qu'a annoncé le Premier ministre. Alors, peut-être pas bonne nouvelle en général, mais que la réforme de l'ISF serait plutôt repoussée en 2019, ce qui va laisser le temps, nous, de déployer justement cette pédagogie sur l'immobilier. Avec l'annonce d'un texte voté l'année prochaine, donc en tout cas on ne sera pas dans l'urgence d'une loi de finances entre septembre et décembre, on aura vraisemblablement un peu plus de temps. Si je résume, vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas s'affoler d'un point de vue immobilier. En revanche, la bonne nouvelle, c'est plutôt pour la croissance, un président jeune et dynamique. Ce qui est bon pour les locataires est bon pour nous. Ok, parfait. Juste noter quand même qu'on sera aussi assujetti à une CSG complémentaire. Absolument. Donc à force de... Certes, l'immobilier va bien, on peut supporter un peu d'impôts, mais à force de les ajouter, ISF, CSG, il ne faudrait pas non plus casser les jouets. Donc c'est utile pour l'économie, on loge les Français, on loge les entreprises. Ce qui est peut-être à taxer, c'est le patrimoine immobilier dormant. Pour tout le reste, je crois qu'il faudrait justement suivre la même voie que tous les autres. Aller plutôt, non pas forcément vers l'allègement, mais pas un alourdissement trop fort. Ouais, en tout cas, aucune stigmatisation de l'immobilier comme classe d'actifs de placement par rapport aux autres. Là, il n'y a pas de raison. Autrement dit, la rente immobilière, ça vous est un peu resté quand même en travers la gorge. Oui.
Non, pas tant que ça, parce qu'effectivement, nous, on travaille pour avoir un immobilier productif et on travaille en ce sens. Maintenant, on gère des produits d'épargne retraite, et la rente, c'est la retraite. Donc, il ne faut pas non plus totalement... il faut assumer ce côté rente. Nos clients, nos associés sont des épargnants, et nos épargnants, eh ben, il leur faut un complément de revenus chaque année. Ça peut être considéré comme une rente. C'est le particularisme français, parce que les Allemands ont peu d'économie, enfin de rente immobilière ou d'économie sur l'immobilier. Le Français considère qu'une manière de construire sa retraite, c'est de devenir propriétaire de son logement, de sa résidence secondaire ou de faire des placements immobiliers. C'est pas critiquable en soi. Il faut reconnaître qu'au final, quand on évite de payer son loyer parce qu'on est propriétaire de son appartement, c'est une forme d'économie qu'on fait sur sa retraite. On peut le transmettre, ce qui est quand même un avantage. Donc, pourquoi la France, qui a ce particularisme, s'alignerait sur le reste des pays européens en parlant de la rente immobilière? Je dirais même que je suis très content de parler de la rente. Ça prouve que c'est un produit justement régulier dans la distribution de ses revenus, voilà, et pas forcément anti-économique. Au contraire, ça participe à l'économie. Ça, je souscris totalement. C'est-à-dire qu'on assume le fait de distribuer des revenus, ça c'est parfait. Par contre, le fait de ne pas être favorablement examiné par rapport à quelqu'un qui ferait un placement obligataire et qui dégage une rente, certes qui a beaucoup baissé, mais je ne vois pas pourquoi l'immobilier serait un placement plus passif qu'un placement obligataire. Au contraire. Alexandre. Je crois que le vrai sujet aussi, c'est de regarder le profil des épargnants et qui sont les souscripteurs des parts de SCPI. Quand on regarde le profil de ces souscripteurs, ce sont une clientèle patrimoniale, mais c'est une clientèle qui est vraiment en recherche de revenus complémentaires au niveau de la retraite. Ce sont des petits montants moyens qui sont investis. Et donc c'est vrai que pénaliser l'immobilier aujourd'hui, ça serait de pénaliser finalement les Français qui constituent leur retraite. Alors, on va revenir justement sur qui sont les souscripteurs dans quelques instants en parlant de la collecte. Il y a une question qui nous arrive. On parlera beaucoup d'ISF, mais êtes-vous concerné par d'autres réformes? Donc, Jean-Marc Colli, vous nous avez évoqué la thématique de la CSG qui naturellement va toucher les revenus immobiliers. Il y a d'autres réformes qui sont en cours qui pourraient toucher la pierre papier? Il y a la suppression de la taxe d'habitation, mais ça ne touche pas tellement la pierre papier à mon sens. Moi, je trouve que le plus intéressant d'un point de vue création de valeur, c'est bien le fait de ramener la décision des permis de construire, si j'ai bien compris, plutôt au niveau de l'intercommunalité, de préparer le fait qu'elle soit plutôt dévolue au préfet et un peu moins au maire. Ce qui veut dire quand même que le diagnostic qui est posé, c'est celui de pouvoir, dans les zones tendues, construire plus. Et ça, je crois que c'est quand même à l'opposé du diagnostic précédent qui était le logement a trop monté parce que des investisseurs ont trop investi et spéculé. Là, le diagnostic, c'est bien que le prix du logement a monté parce que les investisseurs n'ont pas assez investi à cause des restrictions de PLU et autres. Donc je crois qu'on part quand même du bon diagnostic. Bien. Deuxième sujet, on disait, Jean-Marc Colli disait il y a de cela quelques instants, il ne faut pas casser le jouet de l'immobilier, etc. Il y a quelque chose qui est absolument sidérant lorsque l'on regarde les chiffres, c'est la collecte. La collecte, alors vous avez été, vous, primé lors des assises de la pierre papier comme étant la meilleure collecte des sociétés de gestion avec 3 milliards, dont 2 milliards sur un OPCI. Vous, chez Primonial, vous avez été primé pour Primovie, qui a fait une forte collecte également dans sa catégorie. Les chiffres sont là. Progression de 30% de la collecte des SCPI sur l'exercice 2016, progression de 66% de la collecte sur les OPCI. On a eu des chiffres, donc ça c'est les chiffres de l'ASPI, on a eu des chiffres pour le premier trimestre qui ont été communiqués par meilleurSCPI.com qui nous annoncent 2,3 milliards de collecte sur le premier trimestre, en progression de 125% sur le trimestre précédent. Plus gros trimestre de collecte. Alors, Jean-Marc Colli, ma question, elle est simple. Cette collecte est-elle tenable? Est-ce qu'on arrive en face à mettre des investissements suffisamment rentables face à ces volumes de collecte qui ne font qu'augmenter? Alors, la vraie question, voilà, c'est est-on capable de maintenir la performance de nos fonds peu ou prou autour de l'endroit où elle est aujourd'hui, voilà, avec les investissements qu'on réalise? Alors, la réponse est aujourd'hui oui, à condition de faire 3 choses. Alors je note, je vous écoute. La première, ne pas sacrifier la qualité au rendement. En clair, il vaut mieux accepter de payer un tout petit peu plus cher un immeuble avec un rendement un peu plus faible, mais ne pas aller s'aventurer dans des rendements
à des taux beaucoup plus importants, avec un risque immobilier beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que le jour où le marché se retournera, ça arrivera sans doute un jour, les premiers immeubles qui souffriront, ce seront sans doute ceux-ci. Quand on a dit ça, on n'a pas fait un rendement à la hauteur de ce que souhaitent nos épargnants. Donc, il faut faire une deuxième chose, c'est peut-être prendre un peu de risque à l'endroit où on mérite de prendre du risque. Acheter des immeubles en l'état futur d'achèvement, qui n'ont pas forcément un locataire, avec une prime pour le coup, un rendement qui est beaucoup plus élevé. Et quand vous faites l'addition de ces immeubles sécurisés que vous avez achetés, puis de ceux sur lesquels vous avez fait un pari mais mesuré, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se loue le mieux? Les immeubles neufs, bien situés. Donc quand vous faites une vente en l'état futur d'achèvement, ou non, vous achetez un bâtiment restructuré, vous vous situez à terme sur le marché le plus favorable de l'investissement locatif. Donc quand vous faites l'addition des deux, vous avez une moyenne d'investissement de taux de rendement qui est assez proche de ce qu'il nous faut pour continuer à servir la performance que nous avons. Et le dernier élément, c'est le financement. Dans le fond, il faut savoir aussi s'adapter à la réalité économique, profiter du contexte des taux bas et mettre un peu d'effet de levier aujourd'hui au taux où nous avons de la dette sur les véhicules que nous verrons. Alors, modérément, de manière mesurée, 20, 30, 40% ou plus. Voilà, oui, c'est sans doute une bonne décision qui nous permet globalement, tout ça additionné, de servir une performance. Alors, est-elle trop haute, trop... On reviendra là-dessus. Je voudrais qu'on creuse ces différents points. Un, vous me dites qu'il faut investir dans des actifs de qualité. C'est sympa sur le papier. C'est quoi un actif de qualité aujourd'hui? Un actif bien situé, l'emplacement, c'est le critère de l'immobilier. C'est avant tout une question à la fois d'emplacement, après ça c'est une question de qualité de construction de l'immeuble, et c'est une question d'un immeuble adapté ou non aux besoins des entreprises actuelles. Daniel Way? Je dirais emplacement, locataire, qualité du bâti. Et sur la partie locataire, l'adéquation du loyer avec le vrai business model du locataire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon sens, il y a un vrai sujet d'avoir un niveau de loyer qui soit le bon taux d'effort du locataire, et ça c'est vrai en commerce, en bureau, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que les loyers sont relativement, enfin les loyers économiques, après franchise de loyer et autres mesures d'accompagnement, sont relativement bas, et que s'il y a un peu de création de valeur à espérer, elle se fera plutôt au niveau du loyer qu'au niveau du capital. Et donc à mon avis, il est stratégique d'acquérir des bons actifs, mais au bon loyer. Voilà. Marc Bertrand, un actif de qualité. Déjà, pour prolonger un tout petit peu, on a connu deux grands cycles, premièrement d'inflation, après de baisse des taux. Si on regarde vraiment une longue période en arrière, on est dans un monde où l'inflation est aujourd'hui quasi nulle et où on a des taux très très bas, qui ont une perspective plutôt de remontée. Ça veut dire qu'en immobilier, où on a eu finalement ces deux grands cycles très favorables qui ont plutôt favorisé la conservation de la valeur, aujourd'hui il va falloir aller chercher dans les emplacements, dans l'évolution de la ville, dans les grands projets urbains, dans l'adéquation du produit aux besoins des entreprises, avec cette vision prospective, pour maintenir, pour préserver, pour faire progresser la valeur. Donc dans ce cadre-là, on a la chance d'avoir effectivement un cycle de loyer économique qui est plutôt bas. On l'a assez douloureusement ressenti dans la performance des portefeuilles existants. Donc oui, on a cette chance d'avoir un cycle de taux bas, mais également de loyer bas, qui permettent, si finalement on a le chemin inverse dans les 4-5 ans qui viennent, d'une remontée progressive des taux et des loyers, d'avoir le chemin inverse de celui qu'on a connu avant, donc avec une préservation de la valeur. On reviendra, on continue sur nos actifs de qualité. Alexandre Claudet, pour vous, c'est quoi? Alors bon, je souscris à ce qui a été dit, bien évidemment, l'emplacement, les niveaux de loyer, etc. Après, je pense que le bon actif, c'est celui qui va être adapté à la SCPI, et ce n'est pas forcément l'actif plaquette, celui qui va pouvoir illustrer ce dont on a besoin. Il va falloir un actif adapté à la taille de la SCPI et surtout qui reflète les savoir-faire de la société de gestion. Et je pense que la question qu'il faut se poser aussi quand on se demande si on n'atteint pas des limites de collecte, c'est comment cette industrie de la SCPI a évolué. Je pense que les sociétés de gestion ont beaucoup changé, se sont transformées, ont acquis des savoir-faire qu'on n'avait pas forcément avant. Et on voit bien que le spectre finalement des investissements qui rentrent dans les SCPI est beaucoup plus large que ce qu'il était à une époque. On a des sociétés de gestion qui savent aller acheter à l'étranger. On a des sociétés de gestion qui ont des savoir-faire en région. On a des sociétés de gestion, et si je prends notre cas, qui sont capables d'aller chercher des petits actifs, parce qu'on est sur des volumes de collecte plus faibles qui ne rentrent pas forcément dans les radars des autres sociétés de gestion. Ce qu'il faut peut-être éviter, c'est effectivement de se focaliser tous sur les mêmes actifs, avec une pression sur vous les êtes un peu rendements. peinard, parce qu'on va être honnête, vous êtes le plus petit
de notre club expert ce soir en termes de taille, vous gérez des actifs qui sont plus restreints. Est-ce que vous vous trouvez sur les mêmes types d'actifs que les autres acteurs qui sont autour de nous? Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, alors je ne vais pas vous dire qu'on a un boulevard, mais c'est vrai qu'on a une méthodologie un petit peu différente, puisqu'on va s'intéresser à des actifs de moins de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, les plus grosses sociétés de gestion ne peuvent pas ou difficilement aller chercher ces actifs parce qu'il en faudrait trop. Donc on n'a pas la même concurrence. On a plutôt des privés fortunés, donc on peut acheter dans de meilleures conditions encore. Ok. Alors, il y a un quatrième point qui n'a pas été évoqué, c'est l'Europe. C'est-à-dire on investit maintenant beaucoup en Europe parce qu'effectivement on a un marché français qui est assez concurrentiel et qui était in fine assez étroit. Et du coup, il y a des pays européens sur lesquels les sociétés de gestion investissent massivement. Et ça aussi, c'est nouveau, hein, c'est quelque chose qui est assez récent et sur lequel on va se développer. Et il y aura effectivement une tendance à l'investissement européen. Ok, j'ai entendu, vous m'avez dit, dans cet environnement, avec une forte collecte, il faut chercher des actifs de qualité, il faut trouver des solutions, on vient de parler de l'Europe, on avait parlé des faits, puis vous m'avez dit le levier qui permet d'accroître la performance au niveau des taux. On va faire rapidement un tour de table. Quelles sont les règles que vous appliquez sur vos produits en termes de levier? On va ne pas dépasser, pas tous les actifs sont finançables, ne pas dépasser en moyenne sur le fonds une trentaine de pourcents, ça c'est la précaution. Chez voisins? Alors nous, on a la possibilité d'aller jusqu'à 20% dans les SCPI, mais on est nettement en dessous, on est même en dessous de 10%, et on travaille sur alors soit du prêt de court terme pour devancer la collecte, soit du prêt amortissable. On est en tout cas un peu réticent, on va dire, par rapport à l'Infine. Nous, on est plutôt à 20% sur les fonds existants, sur les fonds anciens, et plutôt à passer à entre 30 et 40% sur les nouveaux fonds, avec dans l'idée, pour les fonds anciens, qu'on limite le levier parce que beaucoup de gens ont encore des montages à crédit eux-mêmes pour acheter les parts, et que multiplier les étages de dette n'est pas sain pour les porteurs. Est-ce que ça ne devrait pas plaider pour en fait avoir des produits différents entre les produits qu'on va souscrire en direct avec du crédit et des produits qu'on va mettre dans des contrats d'assurance vie qui, eux, dont on sait qu'ils ne seront pas financés à crédit? Il peut y avoir différentes stratégies de gestion. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à la question. On fait notre tour de table sur le crédit. Daniel White. Sur les fonds destinés aux particuliers, on a fixé une limite à 30% qu'on fait revalider de la valeur vénale des actifs immobiliers, qu'on fait revalider chaque année par l'Assemblée des associés. Et sur les fonds plus institutionnels, on peut aller jusqu'à 40%, ce qui est un peu la norme du marché pour ces fonds-là. Éric Costra. Nous venons de faire voter à nos assemblées générales 30%, en sachant qu'on est bien en deçà de ces 30%. Question. À l'origine, on est là, on ouvre le débat en disant mais est-ce qu'on arrive à placer la collecte? Et on dit bah oui, mais pour arriver à placer la collecte, qu'est-ce qu'on fait? Pour arriver à la placer, à avoir de bons rendements, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait du levier. Bah, qu'est-ce qu'on fait du levier? On ramène des capitaux supplémentaires sur le marché qui à la base n'existaient pas. Est-ce qu'en faisant ça, on ne pèse pas sur les prix d'achat? Éric Costra. Pour utiliser l'effet de levier, il faut être en avance sur la collecte. Hein. Nous, on ne l'a pas utilisé pendant longtemps parce qu'effectivement, on avait une forte collecte et on trouvait difficile d'investir en France et on a pris des mesures de régulation. On est en train de l'élever parce que maintenant, nous investissons de manière massive en Europe. Simplement, c'est qu'il faut utiliser l'effet de levier. Oui. L'Europe, c'est où? L'Europe, chez nous, c'est Allemagne, Pays-Bas, Italie pour le moment. Vous aussi, diversification européenne? Oui, parce que en fait, la problématique que tout le monde a en tant qu'investisseur, c'est d'élargir l'univers d'investissement plus vite que n'augmente la collecte. Donc le levier, ce n'est pas un moyen d'élargir cet univers d'investissement, c'est plutôt... Il y a plusieurs stratégies, effectivement. Il y a la stratégie de surinvestissement qui consiste à acquérir plus qu'on ne collecte et à introduire du levier un peu structurel dans les acquisitions, mais pour ça, il faut effectivement sourcer des portefeuilles plus importants. Il y a l'autre stratégie qui consiste à anticiper les investissements, c'est-à-dire à se servir de la collecte pour rembourser un emprunt qui aura été fait et donc gagner du temps là-dessus. Donc il y a plusieurs stratégies de levier, mais le levier, entre guillemets, se mérite. C'est-à-dire que pour pouvoir faire du levier, il faut de toute façon avoir un sourcing d'ampleur justement européenne. Ok, en diversification, vous aujourd'hui, c'est l'Europe, parce qu'il y a aussi d'autres diversifications Il y a plusieurs axes qui sont possibles. Je pense notamment, il y a beaucoup de gens qui travaillent, et vous notamment, vous avez même fait des produits dédiés à des secteurs spécifiques, par exemple la santé. Alors on a un diversifié en Europe, Allemagne, Pays-Bas, enfin Benelux, et puis on est en train d'élargir progressivement Espagne, Irlande, mais zone euro. Et après, diversification sectorielle. Alors, dans les fonds existants, introduire une dose de diversification sectorielle pour aller chercher des cash flows longs
dans des poches encore qui résistent plutôt bien en termes de taux. Et puis aussi diversification, alors de l'investissement finalement un peu plus risqué sur des fonds, sur des actifs existants pour les redynamiser, pour les relancer dans le cycle. On a quelquefois des immeubles anciens mais qui ont des très bons emplacements et qui méritent. Donc on alloue en fait une poche d'investissement dans ce qu'on appelle les CAPEX, donc le réinvestissement pour relancer ces fonds-là. Allez, je vais prendre maintenant quelques questions qui arrivent sur Internet. Allez, je commence par les questions cash. À chaque club expert, vous indiquez avoir encore des investissements possibles, mais je n'y crois plus. Les SCPI, c'est fini, il n'y a plus rien à acheter. Qu'est-ce qu'on répond? Enfin, qu'est-ce que vous répondez? Moi, je réponds rien. Oui, sur les 25 milliards du marché français, non sur les 250 milliards du marché européen. Il y a encore des choses à acheter. D'ailleurs, je pense qu'aucun d'entre nous n'est aujourd'hui en mal d'investissement. On les sélectionne. C'est vrai qu'on a du choix grâce à l'Europe, grâce à la diversification. Et les CPI, c'est 20% des acquéreurs sur le marché français. Et on a un marché parisien à 50 millions de mètres carrés, donc on a quand même de la marge. Y a-t-il encore de belles opérations dans Paris Intramuros? Oui, mais elles sont rares. La santé est-elle toujours un Eldorado? Alors d'abord, on n'a jamais dit que la santé était un Eldorado. L'Allemagne ressemble plus à un Eldorado que la France en matière de santé, mais Pourquoi? clairement... Parce que, pardon, très souvent sur l'Allemagne, dans les arguments que l'on a vus, on a vu notamment des arguments fiscaux qui étaient liés à la convention fiscale franco-allemande. Or, si c'est pour avoir une SCPI dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, je vous avouerai que la fiscalité, je m'en moque un peu. Nous, on n'a jamais accentué sur la fiscalité comme raison d'aller à l'étranger. Non, ce qui est intéressant dans l'Allemagne, ce sont des fondamentaux à la fois économiques, démographiques, avec une sécurité sociale qui est, sur sa branche dépendance, excédentaire. Ce qui est complètement exotique pour nous. C'est une réglementation qui est plus favorable. Et c'est surtout le fait qu'en Allemagne, on construit 13 000 nouveaux lits par an pour les personnes dépendantes, alors qu'il en faudrait 20 000 pour absorber les besoins. Donc cette situation-là, ces fondamentaux-là sont bons en Allemagne. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, c'est 2 fois le marché français en matière de volume d'engagement, en matière de parc. Donc quand on parle d'européanisation un peu des investissements, c'est en grande partie une germanisation quand même, parce que c'est le seul marché profond en zone euro, avec la France. On a une question. Les concurrents européens, par exemple, les Allemands, investissent-ils ou pas en France? C'est-à-dire, on va chez eux, mais ils viennent un peu chez nous ou pas? Beaucoup, Vous les trouvez beaucoup en concurrence? Alors, ils sont souvent sur des gros immeubles, mais effectivement, on les trouve en concurrence. On a acheté à des fonds allemands et ils sont présents sur le marché français depuis au moins une quinzaine d'années. Ils ont été très actifs. Ils se sont retirés lorsqu'ils ont eu des problèmes dans les fonds gérés en Allemagne. Et puis, ils reviennent. Mais ils ont l'habitude du marché français depuis très longtemps, oui. Exemple de dernières opérations que vous avez réalisées. Aujourd'hui, on achète à combien? Qui a fait les achats récents? Tout le monde. On a envie de se le dire. Qui va répondre à ma question? Encore une fois, ça dépend de la nature des actifs qu'on achète. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, un immeuble correct dans Paris, ça va être entre 3 et 3,50. Après, si on s'écarte un peu, ça c'est la référence. Après, oui, on peut trouver des actifs un peu plus loin en périphérie, 4,50, pas beaucoup. Là, on commence déjà à avoir du risque. Et en Allemagne, on parlait de l'Eldorado, on a des taux qui sont aujourd'hui extrêmement proches de ceux du marché français. Et clairement, aujourd'hui, il y a une recrudescence des VFA, enfin, du blanc et du gris, c'est-à-dire d'immeubles qui ne sont pas entièrement remplis et qui sont mis sur le marché. Et c'est là qu'on doit faire des achats un peu de conviction pour acheter sur des emplacements qui sont vraiment performants, mais avec la stratégie de vouloir les relouer le plus vite possible et profiter d'un prix qui soit un peu meilleur. Le message qui vient d'arriver, de vrais exemples. Bon, j'ai bien compris que je les aurais pas. Si, nous, on vient d'acheter à Paris à 5,90, Intramuros. D'accord. Alors, proche Muros plus qu'Intra, mais on vient d'acheter... voilà, on vient d'acheter là. Ok, on parlait de diversification. Je disais que dans les actualités qu'il y avait, il y avait une actualité avec la présidentielle et le changement de président en France. Il y a aussi une autre actualité, ça a été le premier anniversaire du Brexit. Et on a une question qui existe-t-il un risque sur les SCPI et les OPCI en cas de retrait massif? Ça m'amène à me poser la question de la liquidité et notamment de ce qui s'est passé à Londres. Il y a un an, on fermait les fonds londoniens. Est-ce qu'on peut tirer un peu une leçon de ce qui s'est passé sur le marché britannique? Alors, Jean-Marc Colly. on a beaucoup critiqué les fonds qui se sont fermés.
c'était plutôt une mesure de saine prudence face à une période d'incertitude dont personne ne connaissait les conséquences. Dire, parce que bien sûr, on peut vendre tout de suite, céder à la panique, vendre à des prix bradés les immeubles, ou alors on peut dire non, on va tenir, on va résister, on va regarder, et puis seulement quand on aura regardé, on décidera de ce que l'on fait, vendre des actifs ou ne pas vendre des actifs, adopter une politique face à cette situation. Et tous ces fonds, en fait, se sont arrêtés de fournir la liquidité pour éviter qu'il y ait une panique sur les marchés et qu'il y ait des décisions un peu rapides de vente dans une période qui était pas facile. Ils ont eu raison, puisque quelques temps après, le marché, tout le monde a vu des conséquences plutôt mesurées du Brexit. En réalité, ce n'est pas le Brexit. Le marché britannique était déjà très haut depuis très longtemps. Tout le monde savait que la seule direction dans laquelle il pouvait aller, c'était rebasculer de l'autre côté. C'est ce qui s'est produit, mais de manière extrêmement mesurée, au moins jusqu'à maintenant. Donc, bien évidemment, ça ne valait pas le coup de céder à la panique et de descendre brutalement le prix départ des fonds pour faire face à la liquidité que voulaient les gens. Donc, c'était une bonne mesure dans le contexte de marché. Ce n'est pas toujours la mesure qu'il faut adopter, parce qu'encore une fois, chaque crise est différente. Le Brexit, c'est pas la même chose que d'autres crises financières qu'on avait vues, Lehman par exemple. Lehman, on a eu une crise de confiance sur les produits de placement qui en quelques jours nous ont amené énormément de remontées de marché des parts sur nos véhicules. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose que le risque potentiel d'un Brexit. Donc chaque crise a un certain nombre de solutions qui peuvent être utilisées pour des problèmes de liquidité. Et il faut reconnaître que les Britanniques à ce moment-là, l'arrêt de la liquidité était sans doute un bon moment pour poser les choses et regarder avant de prendre les décisions qui, elles, sont des décisions de long terme. Daniel Weil? Il y a, pour ainsi dire, pas d'actifs britanniques dans le patrimoine des SCPI, quasiment pas, c'est epsilonesque, donc on peut pas, il y a zéro impact du Brexit sur le marché des SCPI. La leçon qu'on peut tirer, si c'est ça la question, c'est que c'est jamais bon pour un marché immobilier d'être monolocataire. C'est-à-dire que le problème de Londres, c'était une surreprésentation de la finance dans les professions des locataires. Et effectivement, tout ce qui était mauvais pour la finance, comme la fermeture de l'accès à l'Union européenne avec le Brexit, a été très très mal ressenti par les locataires et par le marché immobilier. Mais justement, Paris, c'est le contre-exemple d'un patrimoine immobilier qui est loué à des locataires extrêmement divers. À Paris, vous avez des avocats, vous avez des boîtes de conseil, vous avez toutes sortes d'activités économiques. Et donc, pour moi, la leçon, si on doit en tirer une, non seulement pour le marché immobilier, mais pour l'économie d'ailleurs britannique, c'est que la finance, c'est une chose, mais il y a l'industrie, il y a les services, il y a beaucoup d'autres locataires et qui doivent être représentés dans un parc diversifié. Autrement dit, la diversification, regardez le nombre de locataires, regardez l'industrie des différents locataires que l'on a, c'est un élément important dans la sélection des produits. Pour moi, oui, parce que le risque d'un secteur, si vous voulez, tous nos fonds sont basés sur un principe de diversification. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut acheter parfois des actifs prime et parfois des actifs moins prime qui, les uns contribuent en valeur, les autres en revenus, dans une allocation de portefeuille. Mais si tout est investi en transparence sur un seul secteur ou sur une seule ligne de métier, c'est un risque. Donc, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour les SCPI, il n'y a pas de... Si on parle des risques, il y en a un dont on n'a pas parlé, ça fait 3-4 jours. Il y a des tensions très fortes sur les taux d'intérêt parce que Mario Draghi a parlé, parce que l'inflation allemande a été plus importante que prévu. Le 10 ans allemand est passé de 0,25 à 0,50 en 3 jours. Comment les SCPI, les pierres papiers, peuvent résister dans un environnement de remontée des taux d'intérêt? Marc Bertrand. Déjà, il y a un phénomène d'inertie entre les variations de taux sur l'OAT et les taux tels qu'on les constate en immobilier et a fortiori sur les véhicules d'investissement de type SCPI. Finalement, là, on observe avec une certaine inertie l'engouement actuel pour les SCPI, donc de fin 2016, enfin de 2016 et puis qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. C'est juste finalement la traduction avec un effet retard, la prise de conscience de l'effet taux zéro et de la suffocation aujourd'hui de beaucoup des petits épargnants comme des gigantesques investisseurs dans un univers de taux zéro. Les taux sont très bas, les taux sont historiquement très bas pour les taux réputés sans risque, les taux sont historiquement bas pour l'immobilier, mais la prime de risque est encore, entre les deux, est encore, le spread entre l'immobilier et ces taux-là est encore à un niveau historiquement élevé. D'accord, mais on dit par exemple qu'en cas de remontée des taux d'intérêt, l'assurance vie souffrira parce qu'elle ne pourra pas, les portefeuilles étant existants, on ne pourra pas faire remonter les taux. On a un peu la même problématique avec les baux commerciaux, Eric Costra. Oui, mais c'est quoi la conséquence de cette remontée des taux? C'est inflation et reprise économique.
C'est tout bon pour la SCPI, c'est tout bon, c'est bon pour nos loyers, c'est bon pour les propriétaires parce qu'on va pouvoir remonter le loyer. On est quand même dans une trappe déflationniste à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'indexation de loyer et quand un locataire s'en va, l'immeuble reste vacant pendant longtemps avec des franchises de loyer qu'on doit donner. Si la situation économique s'améliore, ce qui est le cas, il va y avoir une demande plus forte des entreprises et du coup une consommation de locaux avec un marché qui va devenir un peu plus favorable aux propriétaires. Ça, c'est la vision optimiste. La mauvaise nouvelle de la hausse des taux, c'est la BCE ne contrôle plus rien. Et parce qu'aujourd'hui, les taux sont bas, on va être honnête, parce que la BCE rachète des titres. Ça ne semble pas être le cas avec Mario Draghi, je pense qu'il contrôle très bien la situation. Ok, votre sentiment vous, sur les SCPI face à la hausse des taux, Alexandre Clodet? Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric. Effectivement, si on a une remontée, parce que la vraie question, c'est le choc. Aujourd'hui, il semble quand même relativement écarté. Donc, c'est une hausse des taux qui serait plus mesurée. La hausse des taux se produirait dans ce cas-là dans un cadre de reprise, donc ce qui serait plutôt favorable au loyer, avec une prime de risque, c'est vrai, qui reste élevée. Donc, aujourd'hui, l'alternative, parce que la question elle est là, c'est une alternative entre placement immobilier et placement obligataire. Qu'est-ce qui provoquerait un basculement aujourd'hui? C'est vraiment un resserrement de cette prime de risque et on reste sur des niveaux assez élevés. Donc le risque est assez contenu quand même. Parfait. Je regarde s'il y a de nouvelles questions sur le sujet. Non, alors on va regarder. On a parlé tout à l'heure de diversification. Vous m'avez parlé d'Europe. Vous m'avez parlé de santé, de secteur, etc. Il y a un sujet dont j'aimerais qu'on regarde pour savoir si c'est présent, futur ou si c'est des projets. On a dit tout à l'heure qu'on n'avait plus le ministre du Logement. Et donc on peut se dire que dans une logique budgétaire un peu serrée, eh bien on va peut-être plus avoir d'aide au logement telles qu'on les avait auparavant et que Pinel, fin 2017, après il n'y aura peut-être plus rien. Est-ce que demain, vous pourriez vous réintéresser au marché du résidentiel? Parce que tout le discours que vous m'avez tenu jusqu'à présent, vous m'avez dit c'est bien l'externalisation pour les entreprises, de leur bureau. Donc tout ça, je comprends. Maintenant, se pose une question. Est-ce que le marché du résidentiel redevient intéressant pour vous ou pas? C'est vrai que c'est un marché qui pose question, parce que c'est le marché le plus profond, c'est le marché où la demande est la plus évidente, c'est la demande, et Daniel l'a souligné tout à l'heure, il y a une insatisfaction chronique de l'offre en matière de résidentiel. Donc c'est une histoire de passé, puisque les SCPI ont historiquement beaucoup collecté, avec effectivement très structuré autour de l'avantage fiscal. Aujourd'hui, c'est un marché un peu qui est, en termes de collecte, qui s'essouffle un peu en termes de collecte de SCPI. Mais oui, c'est un marché qui nous pose question. Comment rentrer, comment refaire des choses intelligentes, comment profiter du fait qu'effectivement le rendement qui était traditionnellement plus bas en résidentiel qu'en bureau, aujourd'hui n'est plus si sacrificiel que ça, avec des taux de remplissage qui sont au-delà de 95%, qui sont quand même très enviables par rapport à d'autres classes d'actifs. Donc oui, c'est un marché sur lequel il faut trouver des idées originales. On y travaille pour ce qui nous concerne, pour pouvoir revenir sur ce marché-là, mais c'est un vrai objectif. Alexandre Clodet. Moi, j'aimerais qu'on puisse le faire, parce que pour des raisons peut-être un peu idéologiques, mais je crois qu'on n'est pas simplement des entreprises qui sont destinées à recueillir des placements et toucher des frais de gestion, mais je pense qu'on doit avoir un vrai rôle économique, et c'est vrai que le logement, c'est un actif pour lequel il y a des besoins importants en France. Et je pense que la boucle serait bouclée si d'un côté on arrivait à financer les retraites, tout en assurant la promotion et le développement des logements. Ça peut être le logement intermédiaire, ça peut être aider, on a évoqué tout à l'heure, je crois dans le cours d'une discussion, le viager, donc c'est le maintien à domicile des personnes âgées. Il y a aussi tout ce qui est financement des jeunes actifs. Et je pense que ce serait bien effectivement qu'on arrive à boucler la boucle de manière un peu vertueuse, en faisant de tout ça un produit de placement qui finance les retraites. Donc la difficulté, c'est que la forme des fonds, et je pense qu'on est quelques-uns à avoir travaillé aujourd'hui sur ces sujets, la forme juridique des fonds ne permettent pas encore de faire rentrer forcément le logement à l'intérieur. On le voit si on prend simplement les SCPI.
Les SCPI aujourd'hui sont des produits qui doivent distribuer, qui sont jugés sur leur seul rendement. Et le logement n'est pas concurrentiel encore par rapport à l'immobilier d'entreprise, mais il y a certainement un sujet. Jean-Marc Colly, vous avez envie chez Amundi d'aller gérer, pardon de l'expression, mais 150 Madame Michu dans un immeuble plutôt que d'avoir un seul locataire? Sur la classe d'actifs logement, aucune difficulté, mais je vais faire volontairement mon mauvais caractère en disant qu'il va quand même falloir que M. Macron se décide à prendre des mesures pour que les investisseurs en logement ne soient pas en permanence stigmatisés. Parce qu'aujourd'hui, les taux sont à peu près acceptables. La petite difficulté de celui qui est aujourd'hui investisseur, c'est que quand son loyer n'est pas payé et qu'il faut essayer de faire payer son locataire, c'est des mois de procédure et des années. Quand il faut revendre un appartement, quand vous l'avez possédé pendant 20 ans, c'est d'une complexité absolue. Tout un tas que quand vous faites tourner vos patrimoines, parce que certes on a 95% d'application, mais le taux de rotation des locataires est extrêmement rapide compte tenu de la situation économique, et qui s'accompagne généralement de défauts de paiement de loyer, ça grève les performances de nos produits. Donc oui, le logement c'est une vraie bonne idée, tout le monde cherche, le viager, etc. Mais il va falloir commencer par changer d'attitude vis-à-vis des propriétaires pour qu'ils se décident à faire. Vous allez en Allemagne, vous êtes un propriétaire respecté, d'accord ? Vous restez en France, vous êtes toujours le mauvais investisseur qui veut toujours agresser son locataire. Éric Costrade, votre réponse sur le logement en 2 mots et répondez, est-ce que si vous y arriviez sur ce marché-là avec les sommes que vous représentez, vous pourriez peser sur le marché? Il y a quelqu'un qui nous dit n'allez pas sur le logement, je pourrais encore moins acheter mon appartement. Alors nous, on va sur l'hébergement sous gestion. Donc on a consacré notamment la stratégie de PFO à cette nouvelle caisse d'actifs pour un tiers de son allocation. L'hébergement sous gestion, c'est les crèches, les résidences étudiants, les résidences seniors, les EHPAD, les résidences services. C'est une autre forme de logement. C'est une autre forme de logement. Mais qui n'est pas sujettif justement à la réglementation. Exactement. Et avec l'avantage d'avoir un seul locataire, entreprise. Non seulement je partage ce qui a été dit, mais on a constitué un property manager en interne sur la partie logement. Et effectivement, c'est une classe d'actifs sur laquelle on va beaucoup avancer parce qu'aujourd'hui, le point d'entrée est bon. Le spread, comme tu disais, entre le bureau et le logement devient acceptable. La granularité est bien meilleure, la profondeur est bien meilleure. Avec un peu de dette, on peut avoir justement un rendement qui peut être D'accord, mais acceptable. quand on dit avec un peu de dette, ça veut dire que Un peu ça de marche bien quand on est dans des niveaux de faible taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt remontent, l'équation économique devient un peu plus complexe. Mais on est un pays à taux fixe, mais il y a toute une façon de calibrer la dette de telle façon qu'on ne soit pas trop pénalisé. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une force de rappel de la valeur des logements qui justement est due à cet effet de rareté. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a plus à attendre en création de valeur en matière de logement qu'en matière de bureau pour un taux de rendement qui est à peu près équivalent. La difficulté, c'est que les institutionnels auront du mal à le gérer eux-mêmes, pour toutes les raisons qu'on a évoquées et que Jean-Marc évoquait, mais d'où l'intérêt que des fonds non cotés gérants pour compte de tiers se positionnent sur ce marché-là et fassent en fait le boulot pour des investisseurs plutôt institutionnels, parce que l'enjeu c'est finalement de sortir ce marché de la défiscalisation pour le rendre d'une certaine manière aux investisseurs institutionnels, comme c'était le cas avant les années 2000. Donc ce que vous êtes en train tous, grosso modo, de nous annoncer, c'est que les marchés immobiliers sont en train profondément de changer, que face à une collecte qui est toujours aussi élevée, on se diversifie vers l'international, vers différents secteurs, et qu'aujourd'hui, on regarde très clairement l'avenir du résidentiel. Une chose qui mériterait d'être soulignée, c'est qu'on vient de quitter un cycle dans lequel la baisse des taux était la cause de l'augmentation des valeurs. On va rentrer dans un nouveau cycle qui est la reprise économique, va actionner le nouveau moteur de demain de l'immobilier, qui est l'augmentation des loyers, qui est au moins aussi sain que la baisse des taux. Et ce qu'on dit, nous, aux gens, simplement, voilà, si vous voulez du rendement sur vos produits, achetez nos produits. Vous en aurez parce que la reprise économique va les tirer. Soyez plus prudents si vous avez un objectif de valorisation, parce que la hausse des taux risque de rendre plus difficile ce mécanisme. C'est juste le simple petit message, ni rassurant, ni lénifiant, mais cohérent par rapport à la situation que nous vivons. Merci à vous tous. C'était le club expert IMO de cet été 2017. On se donne rendez-vous pour le chat ActuSite Club Patrimoine à partir de la rentrée. Je crois que ça doit être le 5 septembre. Et puis on se retrouvera pour reparler d'IMO et de pierre papier. De mémoire, ça sera mi-novembre. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Bonnes vacances à tous et bon placement.